Le nouveau PDG m'a imposé une baisse de salaire de 25%, après 18 ans de loyauté. Je suis resté calme, j'ai démissionné, et j'ai rejoint leur plus gros concurrent. 9 semaines plus tard, les itinéraires se sont effondrés, les plateformes se sont engorgées, et les expéditions ont échoué dans tout le pays. 12,3 millions de dollars de pertes. 3 transporteurs ont démissionné. 3 clients majeurs sont partis. 25%. C'est tout ce que Shane Brox a dit, au moment où il a fait glisser le dossier sur la table. Pas d'introduction, pas d'explication, juste ces deux mots, qui ont transformé 18 ans de ma vie en une simple ligne budgétaire. Je m'appelle Pierce Sullivan, j'ai 47 ans, et je viens de voir ma carrière se faire réduire à néant, en moins de 10 secondes. Le plus fou dans tout ça, c'est que Shane pensait vraiment que j'allais accepter. Laissez-moi revenir en arrière. J'ai commencé chez Red Rock Distribution à l'époque où nous ne possédions que 2 entrepôts délabrés, à Phoenix et El Paso. C'était l'époque où notre système informatique était incapable de suivre un camion s'il roulait plus de 50 mètres, sans que quelqu'un ne tape manuellement une mise à jour. J'étais jeune, affamé de réussite, et j'avais déjà une petite expérience en logistique grâce à mes années dans l'armée. Au fil de ces 18 années, je suis devenu l'homme que tout le monde appelait dès que la situation devenait critique. Un camion tombe en panne au milieu de nulle part, à 2 heures du matin. Appelez Pierce. La douane bloque un chargement à la frontière. Pierce connaît le courtier capable de débloquer la situation. Un ouragan paralyse la moitié du Texas. Pierce, lui, a déjà tracé des itinéraires de secours. Je ne me contentais pas de gérer les opérations. J'ai bâti, de toutes pièces, l'intégralité du réseau de fret du Sud-Ouest. Chaque kilomètre de l'Interstate 10, de la Californie au Texas, chaque station de pesage qui cause des retards, chaque courtier en douane capable d'accélérer les procédures, je connaissais tout. Quand les usines automobiles avaient besoin de pièces en urgence, pour éviter que les lignes de production ne s'arrêtent, ce qui leur coûtait des milliers de dollars par heure, c'était mon réseau qui rendait la livraison possible. Le problème avec la logistique, c'est que personne ne la remarque, tant que tout se passe bien. Mon travail consistait à m'assurer que rien ne tourne mal. Pendant 18 ans, j'ai repensé les itinéraires, noué des relations solides avec les chauffeurs, et maintenu les opérations de Red Rock dans le Sud-Ouest à un niveau de fluidité que personne n'aurait cru possible. Je savais quelle plateforme nécessitait une attention particulière pendant la saison des moussons. Je savais quel poste frontière était le plus rapide pendant les changements d'équipe. Je savais quel transporteur resterait à nos côtés en cas de pépin, et lesquels nous lâcheraient au moindre accroc. Ce genre de savoir ne s'apprend pas dans les manuels. On l'acquiert sur le terrain, en faisant ce métier pendant près de 2 décennies. Mais ce qui me tue, c'est que je n'ai jamais rien demandé d'extravagant. Je voulais simplement une direction qui comprenne ce que je faisais réellement. La plupart des gens ne pensent à la logistique que lorsque leur pièce automobile arrive en retard, et que leur mécanicien ne peut pas réparer leur camion. Derrière chaque livraison qui arrive à l'heure, il y a quelqu'un comme moi, qui prend 1000 petites décisions pour éviter des catastrophes. C'est pour ça que j'ai tout donné à Red Rock. Je croyais en ce que nous construisions. Je restais tard, j'arrivais tôt, je travaillais les week-ends. J'ai assumé des tâches que personne ne m'avait officiellement confiées, car l'alternative était de regarder le système s'effondrer. À mesure que nous passions de 2 entrepôts à 11 plateformes majeures, et 32 installations plus petites à travers le Sud-Ouest, mon rôle n'a cessé de s'étendre. Je n'étais plus seulement un directeur. J'étais l'homme qui avait conçu presque tout ce qui permettait à Red Rock de rester compétitif. Pourtant, je n'en ai jamais fait toute une histoire. Je faisais simplement le travail, parce que j'avais à cœur de bien le faire.
Ma femme, Sierra, disait toujours que j'étais trop loyal pour mon propre bien. Il s'avère qu'elle avait raison. Quand quelqu'un passe des années à vous dire qu'il apprécie votre dévouement, puis vous traite comme si vous étiez jetable, cela fait un choc. Cela vous pousse à remettre en question chaque souvenir que vous avez de cet endroit. La réunion qui a tout changé était prévue pour 8 heures, un mardi matin. Les réunions matinales ne sont jamais porteuses de bonnes nouvelles, elles servent à asseoir un contrôle. Quand je suis entré dans la salle de conférence exécutive, Shan était déjà assis en bout de table, les mains jointes, affichant cette expression qu'ont les gens lorsqu'ils ont déjà pris leur décision. À côté de lui se trouvait Queen Martinez, la nouvelle directrice de l'exploitation, qui était arrivée avec Shan en provenance d'une grande chaîne de distribution. Queen arborait ce sourire formaté, typique des présentations d'orientation, ce genre de sourire qui signifie que les gens ne sont que des chiffres sur un tableur. Pierce, merci d'être venu, a dit Shan, en utilisant cette voix faussement chaleureuse qu'on enseigne aux cadres. Je me suis assis en face d'eux, tandis que le soleil du matin projetait de longues ombres sur la table cirée. Il a poussé un dossier vers moi, comme s'il me présentait le menu d'un restaurant. Nous avons examiné les rémunérations au sein de la division des opérations. Nous avons trouvé certains points qui doivent être ajustés pour correspondre aux normes de l'entreprise. Les normes de l'entreprise? J'avais déjà entendu cette phrase. Cela signifiait toujours la même chose, nous avons trouvé un moyen de vous payer moins. J'ai gardé une voix calme. Quel genre de point? Queen a tapoté sa tablette, comme si elle livrait un diagnostic médical. Votre salaire actuel est bien au-dessus de la moyenne nationale pour les directeurs de logistique. La moyenne nationale? Bien sûr, si l'on ignore qu'un directeur classique gère un seul site, et non un réseau multi-États, avec des opérations transfrontalières et des pics saisonniers capables de faire ou de défaire des lignes de production automobile. Mais je l'ai laissé parler. Nous proposons un ajustement salarial, a continué Shan, une réduction de 25%, assortie de primes de performance liées aux économies de coûts. À cet instant précis, j'ai su qu'il ne comprenait absolument rien à ce que j'avais bâti. Il voulait réduire ma paye, puis me proposer des primes pour les aider à réduire encore plus les coûts, comme si l'ensemble du réseau ne fonctionnait pas déjà sur les marges les plus étroites possibles entre l'efficacité et le désastre. Une baisse de 25%, ai-je répété doucement. Shan s'est adossé à son siège. Comme si nous avions une conversation banale. C'est l'occasion de remettre les choses à plat. De montrer au conseil d'administration que nous sommes sérieux dans notre volonté de fonctionner avec plus de rigueur. Remettre les choses à plat. Fonctionner avec rigueur. Un jargon d'entreprise pour dire « nous pensons » que vous coûtez trop cher, et que quelqu'un de moins cher peut faire votre travail. J'ai pris une inspiration, luttant contre l'envie de rire. Et si je n'accepte pas? Le sourire de Shan a vacillé, à peine. Alors, nous devrons envisager d'autres options de dotation en personnel, des personnes capables de gérer un travail similaire à un coût plus raisonnable. Traduction. Nous vous remplacerons. Le plus drôle n'était pas la menace, c'était qu'il croyait réellement que cela fonctionnerait. J'ai regardé Shan droit dans les yeux. Donc, après 18 ans, vous me dites que ma valeur vient de chuter de 25%. Nous disons que l'entreprise a besoin d'optimiser, a ajouté Queen avec fluidité. Optimiser. J'avais vu des gens comme Queen détruire des opérations entières, parce qu'ils confondaient l'optimisation avec l'oversimplification. Ils traitaient l'expertise comme une dépense superflue, au lieu de la voir comme une assurance contre des désastres à $1 million. C'est là que j'ai compris. Ce n'était pas une négociation. C'était une déclaration.
Ils avaient déjà décidé que j'étais un coup, pas un atout. Ils voulaient que je me soumette, pas que je réagisse. Shan a refermé son dossier. Tel un juge clôturant une audience. Nous avons besoin de votre réponse d'ici vendredi. Le conseil d'administration a approuvé cette mesure, et nous avançons. Vite. 3 jours. 3 jours pour décider si je devais accepter de me faire piétiner, ou abandonner 18 ans de ma vie. Compris, ai-je dit, en me levant lentement. Je vous donnerai ma réponse vendredi. En sortant de cette salle, je ne suis pas retourné directement à mon bureau. J'avais besoin d'air frais, pas de cet air recyclé de bureau qui sent toujours l'encre de photocopieur et le désespoir. Je suis allé sur le quai de chargement, et j'ai regardé les chariots élévateurs s'agiter comme des ouvrières dans une ruche. Ils n'avaient aucune idée que la ruche était déjà en train de se fissurer. Je suis resté là, repassant les mots de Shan dans ma tête. Remettre les choses à plat. Normes de l'entreprise. Optimiser. Chaque expression semblait si propre, si calculée, et pourtant si totalement déconnectée de ce que je faisais. Chaque jour. Les gens comme lui prennent des décisions dans des salles de conférences, les gens comme moi empêchent les entreprises de s'effondrer dans le monde réel. De retour à mon bureau, je n'ai pas paniqué, et je ne me suis pas apitoyé sur mon sort. Quand la vie vous frappe par surprise, la pire chose à faire est de rester paralysé. Au lieu de cela, j'ai ouvert le tiroir de mon bureau où je conservais 18 ans de preuves, chaque évaluation de performance, chaque rapport opérationnel, chaque étude d'efficacité et chaque analyse d'économie de coûts que j'avais produit. Ce n'était pas une collection sentimentale. C'était des preuves. Des preuves de chaque dollar que j'avais fait économiser à Red Rock. Chaque crise que j'avais évitée, chaque désastre que j'avais discrètement détourné, avant même qu'il n'apparaisse sur les radars. Des taux de rétention de contrats stabilisés grâce à des calendriers de transporteurs que j'avais conçus. Des goulots d'étranglement saisonniers éliminés, grâce à des modèles de capacité que j'avais reconstruits de zéro. Des millions d'économies, parce que j'avais repéré des erreurs d'acheminement avant qu'elles ne se transforment en cauchemar de conformité fédérale. L'ironie était parfaite. Les opérations fluides dont Shan se vantait d'avoir hérité lors de son premier mois. C'étaient mes systèmes. Il voyait tout fonctionner parfaitement et supposait que c'était automatique. Les gars comme lui font toujours cette erreur. Quand tout fonctionne sans accroc, ils pensent que c'est facile. Quand tout explose, ils voient enfin les mains invisibles qui maintenaient l'ensemble. J'ai ouvert ma boîte mail et j'ai cherché des noms que je gardais précieusement. Depuis des années, des vice-présidents régionaux, des directeurs, des recruteurs de concurrents qui avaient essayé de me débaucher plus de fois que je ne pouvais m'en souvenir. J'avais toujours dit non. La loyauté était ma marque de fabrique, mais la loyauté devient de la stupidité quand on est loyal envers des gens qui la traitent comme un coupon de réduction. J'ai écrit 3 messages, courts, professionnels, honnêtes. Je n'ai pas cherché à me vendre ou à supplier. J'ai simplement dit que j'examinais de nouvelles opportunités, et que j'étais ouvert à la discussion. J'ai survolé le bouton envoyé pendant peut-être 10 secondes. Non pas parce que je doutais de ma valeur, mais parce qu'il est difficile de quitter quelque chose que l'on a construit, même quand rester signifie se perdre soi-même. J'ai cliqué sur envoyer. Immédiatement, j'ai senti un poids s'envoler de mes épaules. Un soulagement pur et constant, remplaçant la piqûre que Shan avait essayé de m'infliger. Ce soir-là, je suis rentré chez moi et j'ai raconté à Sierra ce qui s'était passé. Elle m'a écouté sans m'interrompre, puis a dit exactement ce que j'attendais. Il était temps. Tu as été bien trop bon avec eux pendant bien trop longtemps. Dès mercredi après-midi, j'avais une première réponse. Jeudi matin,
j'avais 2 offres d'emploi solides. Vendredi, je n'avais plus besoin de l'avis de Shan sur ce que je valais, je l'avais déjà compris par moi-même. Le vendredi matin, l'air semblait plus vif, plus froid. Je suis entré chez Red Rock en sachant que c'était mon dernier jour en tant que directeur des opérations. Ma lettre de démission était posée sur mon bureau, telle une promesse que j'étais prêt à tenir. Je l'ai ramassée et je me suis dirigé directement vers l'étage de la direction. L'assistante de Shan a levé les yeux. Surprise. Il est en réunion. Croyez-moi, il voudra prendre celle-ci, ai-je dit, en poussant la porte de la salle de conférence avant qu'elle ne puisse m'arrêter. Shan et Quinn ont levé les yeux de leur discussion, leurs expressions passant d'agacé à un professionnalisme de façade. J'ai posé l'enveloppe juste devant eux. Ma décision, ai-je simplement dit. Shan a hésité avant de l'ouvrir. Lorsqu'il a lu la première ligne, ses sourcils se sont haussés. Vous démissionnez. Avec effet dans 2 semaines. Je m'assurerai que la transition se fasse correctement, ai-je confirmé. Il a cligné des yeux, comme si cette possibilité ne l'avait jamais effleuré. Pierce, nous pensions que vous prendriez le week-end pour réfléchir. L'ajustement n'était pas gravé dans le marbre. C'était un point de départ pour la discussion. J'ai failli éclater de rire. Shan, ce n'était pas une discussion. C'était un message, et je l'ai entendu haut et fort. Quinn s'est penché en avant avec ce ton artificiellement mielleux qu'utilisent les cadres lorsqu'ils réalisent qu'ils ont mal calculé leur coût. Je suis sûr que nous pouvons trouver des conditions qui reconnaissent votre expérience, tout en respectant nos objectifs budgétaires. J'ai secoué la tête. Vous avez eu 18 ans pour faire ça. Le silence a envahi la pièce, comme une poussière qui retombe. Ce n'était pas un silence hostile. Juste de la résignation. Sauf que ce n'était pas la mienne. Nous avons des managers compétents qui peuvent reprendre vos responsabilités, a dit Shan. Sur la défensive désormais. Ce ne sera pas aussi perturbant que vous le pensez. Vous avez raison, ai-je acquiescé. Vous ne remarquerez rien aujourd'hui. Ni demain. Peut-être même pas la semaine prochaine. J'ai laissé cela mariner. Un instant. Mais vous finirez par le remarquer. J'ai vu son visage tressaillir légèrement. Êtes-vous en train de dire que l'opération ne peut pas fonctionner sans vous? Je dis que les systèmes ne fonctionnent pas uniquement avec de la paperasse, ai-je répondu calmement. Vous venez d'éliminer le savoir-faire qui empêchait cet endroit de s'effondrer sous sa propre complexité. Où allez-vous, a-t-il fini par demander. Summit Logistique. Ils m'ont proposé le poste de vice-président des opérations Sud-Ouest. Je vais construire leur nouveau réseau transfrontalier de A à Z, l'expression de Quinn a changé. Elle a soudainement compris ce que cela signifiait. Summit n'était pas un simple concurrent, c'était la menace à la croissance la plus rapide pour Red Rock dans le domaine de la logistique automobile. Et maintenant, ils allaient avoir l'homme qui avait conçu les meilleures années de Red Rock. J'aurai terminé les documents de transition d'ici la fin de la journée, ai-je dit en me levant. Après cela, le réseau est tout à vous. En sortant de là, je n'avais pas l'impression d'avoir remporté une grande victoire. Je me sentais simplement soulagé, comme si je posais enfin un sac lourd que je portais depuis des années, sans réaliser à quel point il me pesait. Ma période de préavis de 2 semaines a ressemblé à un accident de train, au ralenti. Ce n'était pas le genre de crash qui s'annonce par de grands bruits. Mais plutôt le genre silencieux, où les choses se désagrègent pièce par pièce. Jusqu'à ce que l'ensemble s'effondre. Dès le lundi de ma première semaine, la première fissure est apparue. L'un des analystes d'itinéraire est quelqu'un que Shan pensait capable de gérer. Mes responsabilités a approuvé un transfert de fret entre nos plateformes de Denver et d'Albuquerque,
sans vérifier les alertes de vent régionales. N'importe. Quel responsable des opérations du Sud-Ouest, en poste depuis plus de 5 minutes, sait que le corridor entre Pueblo et Raton Pass devient dangereux lors de certaines configurations de vent. J'avais passé des années à suivre ces modèles, et à construire des calendriers. En fonction d'eux. Ce matin-là, 2 de nos camions ont été arrêtés par la patrouille routière, en raison de conditions de conduite dangereuses. Ce retard a fait que nous avons manqué notre créneau de livraison pour un client majeur en pièces automobiles. Un retard seul n'est pas la fin du monde, mais en logistique, les retards ne restent jamais isolés. Ils sont comme des dominos. Fait-on tomber un, et tout ce qui se trouve derrière tombe aussi. Le mardi a apporté la 2e fissure. L'un de nos superviseurs de quai m'a appelé sur mon téléphone personnel, ce qui n'était pas censé arriver, puisque Sean avait redirigé toutes les questions opérationnelles vers son nouveau comité de pilotage de transition. Pierce, a murmuré le gars, comme s'il avait peur d'être entendu. On a un sérieux problème. Le tri à l'arrivée d'El Paso est complètement bloqué, parce que des conteneurs qui devaient aller à Phoenix ont été envoyés à Tucson par erreur. L'équipe a essayé de corriger le tir, mais sans cet outil d'équilibrage prédictif de charge que vous utilisiez chaque soir, ils se sont contentés d'envoyer plus de camions, au lieu de résoudre réellement le problème. Le résultat? Tucson a été submergé. El Paso s'est arrêté net. Phoenix s'est retrouvé en rupture de stock de fret, et chaque installation en aval a subi les conséquences. Le réseau de fret fonctionne comme la circulation sanguine, si une artère est bouchée, tout le corps en souffre. Pire encore, plusieurs de nos clients automobiles ont remarqué les retards. Un gros fabricant a envoyé un email incendiaire, menaçant de réviser leur contrat si nous ne reprenions pas les choses en main. Je n'ai pas réglé le problème. Je ne pouvais pas, même si je l'avais voulu. Je n'y étais pas autorisé. Et honnêtement, ce n'était plus mon problème. Le 5e jour a frappé plus fort que les autres. Le nouveau responsable de l'intégration des opérations 1. Titre que Sean avait inventé pour se donner l'air intelligent a approuvé un changement de transporteur au milieu du mois, sans recalculer les zones kilométriques. Il pensait économiser de l'argent en transférant 2 lignes majeures vers un transporteur régional moins cher. Le problème, c'est qu'il ne savait pas que les terminaux de ce transporteur étaient toujours en retard sur le traitement des colis. Il n'avait pas non plus pris la peine de vérifier les prévisions météo, qui annonçaient des tempêtes traversant l'Oklahoma et le nord du Texas. En l'espace de 24 heures, nous avions un retard de près de 12 000 colis, 3 centres de distribution affichant une alerte rouge sur tous les tableaux de bord, et un avis de violation de contrat, provenant d'un client réputé pour n'avoir aucune patience envers les erreurs. L'équipe est passée en mode panique. Ils se sont agités, ont crié, ont réassigné des camions, ont tout détourné, sauf ce qui devait réellement être fait. Anticiper les problèmes avant qu'ils ne surviennent, voilà la clé. Le système que j'avais passé 18 ans à construire n'était pas cassé. C'était simplement que les gens qui essayaient de le diriger n'avaient aucune idée de ce qu'ils faisaient. Rien de tout cela ne m'a surpris. Pendant des années, les gens se demandaient pourquoi je restais toujours calme pendant les urgences. La vérité était simple, je voyais venir les urgences bien avant qu'elles n'en deviennent. Mon travail n'était pas d'éteindre les incendies. C'était d'empêcher les incendies, que personne d'autre ne savait même possible, de se déclarer. Une semaine après le début de mon préavis, les choses ont atteint un tout autre niveau. L'un de nos plus gros clients, celui dont le fret représentait environ 15% de notre volume mensuel, a exigé un appel d'urgence avec la direction exécutive. Leurs expéditions avaient été en retard 6 fois en 8 jours. Ils voulaient des réponses, et ils voulaient des garanties. Ce qu'ils ont obtenu, c'est Sean
bafouillant une série de mots à la mode sur les inefficacités temporaires lors des transitions de personnel. L'un des managers m'a envoyé un SMS après l'appel. C'était brutal, Pierce. Ils sont furieux. Je n'ai pas répondu. Parfois, le silence est plus éloquent que les mots. À la fin de ma deuxième semaine, les fissures s'étaient transformées en rupture totale. Tout ce qui s'effondrait était quelque chose que j'aurais pu empêcher. Tout ce qui tournait mal était prévisible. Tout ce qui arrivait était le résultat direct d'une seule décision, Shan pensant qu'il pouvait remplacer 18 ans de connaissances par une alternative moins chère. 9 semaines plus tard, j'étais installé chez Summit Logistique, et j'adorais chaque minute de mon nouveau travail. Pour la première fois depuis des années, je construisais quelque chose de nouveau, sans avoir à me battre pour chaque ressource, ou à justifier chaque décision auprès de gens qui ne comprenaient pas le métier. Summit voulait mon cerveau, mon expérience, mes systèmes. Et il ne se gênait pas pour le dire. J'étais en train de dessiner un nouveau modèle de routage synchronisé quand mon téléphone a sonné, affichant un numéro que je ne connaissais pas. J'ai failli laisser passer l'appel sur la messagerie, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Pierce, a dit la voix, et je pouvais y percevoir une tension extrême. C'est Shan. Pendant une seconde, je n'ai rien dit. L'effondrement devait être devenu tel qu'il ne pouvait plus le cacher. Il s'est raclé la gorge, comme s'il s'apprêtait à annoncer une mauvaise nouvelle à une famille. J'aimerais discuter d'une opportunité potentielle pour vous, afin que vous reveniez chez Red Rock. Un choix de mots intéressant, compte tenu de l'état dans lequel se trouvait leur exploitation. Je vous écoute? Ai-je répondu, même si une partie de moi savait exactement où cela menait. Au cours des dernières semaines, a-t-il commencé prudemment, nous avons rencontré certains défis de coordination. L'équipe de transition fait de son mieux, mais la complexité de l'opération. Eh bien, il est devenu clair que les systèmes nécessitent des connaissances que vous seuls possédez. Je me suis adossé à mon fauteuil, regardant le plateau opérationnel de Summit, propre et organisé. Qu'est-ce que vous me demandez, Shan? Le silence s'est prolongé. Suffisamment longtemps pour que je puisse l'imaginer en train de se masser les tempes, comme il le faisait quand les chiffres ne collaient pas. Nous aimerions que vous reveniez pour un poste de direction. Vice-président exécutif des opérations Sud-Ouest. Un meilleur titre, plus d'autorité, et une reconnaissance totale de votre valeur. Le désespoir dans sa voix me disait que ce n'était pas juste une offre généreuse. C'était une offre vitale. Votre rémunération serait totalement rétablie, et augmentée de 42% par rapport à votre salaire initial, a continué Shan, sa voix devenant de plus en plus pressante. J'ai regardé par ma fenêtre le centre d'opération de Summit, des équipes travaillant ensemble sans heurts, des logiciels tournant parfaitement, des tableaux de livraison affichant du vert sur toute la ligne. Un système construit sur le respect de ceux qui savent vraiment ce qu'ils font. Shan, ai-je dit lentement. Vous m'avez proposé une baisse de salaire de 25%, parce que vous pensiez que quelqu'un de moins cher pourrait faire mon travail. Qu'est-ce qui a changé? Il a laissé échapper un long soupir. Nous avons sous-estimé ce que vous apportiez à l'opération. Le conseil d'administration comprend maintenant à quel point votre supervision était importante. Le coût des problèmes récents a rendu cela parfaitement clair. Je n'ai pas demandé quels problèmes. Je les connaissais déjà. Les nouvelles circulent vite dans le monde de la logistique, et les bruits concernant Red Rock n'étaient pas bons. Ils avaient perdu 3 de leurs plus gros clients automobiles. Plusieurs transporteurs étaient partis après des échecs de livraison répétée. L'engorgement de leur plateforme d'El Paso était si grave qu'ils avaient dû louer un espace de débordement d'urgence, ce qui rendait les
Retard encore plus visible pour les clients qui suivaient leurs expéditions. Je suis sûr que vous savez, a ajouté Shan à contre-cœur, que Summit se développe de manière agressive. Votre implication là-bas a vraiment accéléré leur croissance. Traduction, nous avons offert sur un plateau d'argent à notre plus gros concurrent l'homme qui a bâti notre succès. Shan, ai-je dit doucement. Il est trop tard. Pierce, je vous en prie. Ce n'est plus seulement une question de Red Rock. Tout le réseau a besoin de stabilité. Votre leadership pourrait réparer les dégâts. J'ai donné 18 ans à Red Rock, ai-je répondu. Vous avez évalué cela à une baisse de 25%. Vous n'avez pas le droit de parler de loyauté maintenant que vous vous noyez. Il n'a pas répondu, mais je pouvais entendre la défaite dans sa respiration. Vous avez fait un choix, ai-je poursuivi. Maintenant, vous en payez le prix. Qu'est-ce qu'il faudrait? A-t-il finalement demandé, la voix brisée. Il faudrait remonter le temps, ai-je dit. Avant que vous ne décidiez que ma valeur n'était qu'une ligne budgétaire sur un tableur. Un long silence a suivi. Puis, je comprends. Et il a raccroché. J'ai fixé mon téléphone. Pendant une minute après cela, ne ressentant ni triomphe ni colère, juste une certitude. La certitude que partir était la décision la plus intelligente que j'ai jamais prise. La certitude que Red Rock ne s'effondrait pas parce que j'étais parti, mais parce que la direction n'avait jamais compris ce qui permettait à l'entreprise de fonctionner, au départ. La véritable récompense est arrivée au cours des mois suivants, lorsque l'industrie a commencé à bruisser de la débâcle de Red Rock. Ce n'était ni un scandale, ni un procès. C'était la mort lente et prévisible d'une entreprise qui s'était vidée de sa propre expertise. Depuis mon bureau chez Summit, j'ai vu les rapports tomber. De plus en plus de transporteurs résiliaient leurs contrats, des clients transféraient leurs fret chez des concurrents, et chaque indicateur important allait dans la mauvaise direction. Le coup de grâce est survenu lorsque les résultats trimestriels de Red Rock ont montré un pic de 12,3 millions de dollars de pertes opérationnelles. Ce chiffre s'est propagé dans les milieux de la logistique comme une traînée de poudre. Tout le monde voulait savoir comment une entreprise aussi stable avait pu s'effondrer si vite. L'explication interne était le baratin habituel d'entreprise, conditions de marché inattendues, défis de transition temporaire, perturbations imprévues. Mais ceux qui comprenaient réellement la logistique connaissaient la vérité. Ils avaient arraché le cerveau, et s'attendaient à ce que le corps continue de fonctionner. Pendant ce temps, Summit vivait l'expérience inverse. Le système de routage synchronisé que j'avais conçu battait toutes les prévisions. Les délais de livraison s'amélioraient. Les relations avec les transporteurs devenaient plus fortes. Notre expansion dans le sud-ouest avait 6 mois d'avance sur le calendrier. Le PDG de Summit a plaisanté avec moi un jour, quoique Red Rock est abandonné, je devrais probablement leur envoyer une carte de remerciement. Je ne l'ai pas dit à voix haute, mais j'étais plutôt d'accord. Quelques mois plus tard, j'ai pris la parole lors d'une conférence régionale sur la logistique. Mon sujet était la prospective opérationnelle, la colonne vertébrale de la distribution moderne. J'ai parlé du poids invisible du travail logistique. Des décisions que personne ne voit, des désastres évités dans l'ombre, et de la raison pour laquelle comprendre les modèles compte plus que de simplement réagir au problème. Après mon intervention, une jeune responsable de la chaîne d'approvisionnement est venue me voir. Pierce, a-t-elle dit, comment gérez-vous une direction qui vous voit comme une charge, plutôt que comme une infrastructure essentielle? Je l'ai regardé, et j'ai ressenti cette reconnaissance familière. J'avais été à sa place autrefois, travaillant 2 fois plus dur pour prouver ma valeur à des gens qui ne savaient pas à quoi la valeur ressemblait. Documentez tout ce que vous faites,
lui ai-je dit. Apprenez à reconnaître les modèles. Anticipez les problèmes. Mais si votre direction vous traite comme un coût, au lieu de vous voir comme un investissement, ne gâchez pas votre vie à. Essayez de les convaincre du contraire. Il existe des entreprises qui apprécieront ce que vous apportez. Allez là où vous êtes respecté, pas seulement toléré. Elle a hoché la tête, comme si elle rangeait ce conseil pour plus tard. Aujourd'hui, j'ai 2 choses encadrées sur le mur de mon bureau. À gauche, la lettre de Chan proposant ma baisse de salaire de 25%. À droite, le prix que Summit m'a remis pour avoir conçu le réseau logistique transfrontalier le plus efficace de l'histoire de l'entreprise. Ce contraste raconte toute mon histoire. Une entreprise m'a vu comme un chiffre à réduire. L'autre m'a vu comme la raison pour laquelle leurs chiffres s'amélioraient. Parfois, la direction appelle cela de l'optimisation budgétaire. Parfois, l'industrie appelle cela une restructuration. Mais je sais ce que c'est. Réellement, une incapacité à reconnaître la valeur, jusqu'à ce qu'elle ait disparu. Red Rock a appris cette leçon à ses dépens. Je suis parti, et j'ai construit quelque chose de mieux que tout ce que j'aurais pu imaginer. Ce qu'il y a avec le fait de vieillir dans le monde de l'entreprise, c'est que la stabilité peut devenir un piège déguisé en confort. La routine peut vous faire ignorer des signaux d'alerte que vous auriez fui si vous aviez été plus jeune. Je m'étais convaincu que 18 ans de service garantissaient le respect. Ce n'était pas le cas. Les gens s'habituent à votre compétence et finissent par penser qu'elle ne leur coûte rien. Quand les mauvais dirigeants prennent le pouvoir, la loyauté devient un levier contre vous. Ils s'attendent à ce que vous restiez, parce que vous l'avez toujours fait. Mais voici ce que j'ai appris, quand vous arrêtez de défendre un endroit qui ne veut pas vous défendre, vous reprenez votre pouvoir. Ma vengeance n'a été ni dramatique, ni bruyante. Elle a simplement consisté à choisir de ne pas sauver des gens qui avaient déjà décidé que je ne valais pas la peine d'être gardé. Red Rock ne s'est pas effondré parce que je voulais qu'ils échouent. Il s'est effondré parce qu'il a finalement dû se débrouiller seul. Dans le monde d'aujourd'hui, où les industries changent vite et où la loyauté signifie moins qu'autrefois, il faut savoir quand quitter la table. Votre valeur ne se mesure pas à celui qui vous garde à ses côtés. Elle se mesure à celui qui vous estime assez, pour ne pas risquer de vous perdre au départ.